conférence est initiée par l'association La Guilde des métiers de la chaux. Pardonnez-moi, j'ai oublié de couper mon portable. C'est une conférence qui va se dérouler en deux parties. La première partie de 10h45 à 18h30. J'ai dit une bêtise là? Oui. Non, pardon, la première partie. Voilà, c'est fait. La première partie, donc, de 10h45 à 11h45. Le sujet, c'est les façades en plâtre parisien. Et, ce thème va être abordé par des experts. Ici présents, Tiffany Le Dantec et également Jean Ducasse Lapérouse du LRMH, Laboratoire de recherche des monuments historiques. Et ensuite, nous entendrons Céline Letertre et Bernard Leblond du groupe Parex. Voilà, donc, s'il vous plaît, Tiffany, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, merci d'être venus à cette présentation. Donc, je suis Jean Ducasse Lapérouse et Tiffany Le Dantec. Je suis ingénieur recherche et Tiffany est architecte du patrimoine et actuellement doctorante en histoire de l'architecture. Donc on va vous parler du plâtre. Alors d'abord, en introduction, on va poser les bases. Qu'est-ce que le plâtre? Comment reconnaître un enduit en plâtre? Parler du patrimoine des enduits de plâtre franciliens, puisqu'on est quand même assez gâté dans notre environnement pour ce qui est des façades en plâtre. Et présenter quelques cas d'études. Donc tout d'abord, de quoi parle-t-on? On va vous présenter différentes choses, le cycle du plâtre, la cuisson du gypse, etc., la fabrication du plâtre. Mais avant tout, on va essayer de poser les bases. Alors de quoi parle-t-on? Alors quand on voit une façade, en général, actuellement, elles sont recouvertes de peinture, badigeon, RPE. Alors RPE, revêtement plastique épais. Ici, ce qu'on voit, c'est un revêtement qui recouvre en fait notre enduit en plâtre, l'enduit dont on va vous parler maintenant. Et il n'y a pas que l'enduit à proprement parler, il y a aussi les modénatures. Ici, les corniches sont également en plâtre. Donc le plâtre, tout part d'une pierre, le gypse, en formule CaSO4 2H2O. Donc on la trouve abondamment en région parisienne, c'est pour ça qu'il y a autant d'utilisation de ce matériau. Donc cette pierre contient de l'eau, naturellement. Oui. Alors je vais vous faire passer un échantillon, ça c'est du gypse qu'on trouve dans le sol. Là on l'a ramené de Romainville, donc dans un parc, on peut le trouver facilement en affleurement. Donc cette pierre de gypse, on la cuit, donc une cuisson à faible température qui suffit pour lui faire perdre ses molécules d'eau. Et après broyage, on obtient ce qu'on appelle la poudre de plâtre. Donc en fait, cette poudre de plâtre est constituée de deux composants. Le semi-hydrate, CaSO4 1,5H2O, donc il restait encore un petit peu d'eau. Et le surcuit, donc qui a été cuit à une température un peu plus élevée. Et là, on n'a plus d'eau du tout, on a un CaSO4. Donc ici, cette poudre de plâtre, gâchée avec de l'eau, au moment du gâchage, va reformer le gypse originel, et cette fois qu'on met en œuvre dans nos enduits et nos façades. Donc la phase après la cuisson, c'est le broyage et la granulométrie. Donc traditionnellement, en région parisienne, le broyage était effectué après la cuisson, et c'était un battage à la masse. Donc vous voyez une illustration sur cette gravure. Donc c'était tout simplement taper sur la masse, sur la roche cuite pour la réduire en poudre. Donc c'était ce plâtre gros qui était passé au panier. On obtenait ainsi le plâtre au panier. Ensuite, cette poudre passée au panier était passée au sas, donc un tamis plus fin. La poudre qui était retenue dans ce sas, c'était le crépi. Et enfin, ce qui passait à travers le sas, c'était le plâtre au sas. Donc on a ainsi différentes granulométries de poudre que l'on pouvait obtenir traditionnellement et qui étaient mises en œuvre sur les façades. Alors à partir du 19e siècle, il y a eu des moulins à meules, donc une industrialisation qui s'est développée. Alors les ouvriers maçons, c'est-à-dire ceux qui mettaient en œuvre la poudre de plâtre, s'en plaignaient. Ils trouvaient que le plâtre en morceaux était souvent de meilleure qualité que le plâtre en poudre. Mais bon, ceux qui faisaient le travail de battage du plâtre n'étaient pas de cet avis. Ils trouvaient le travail bien pénible et ils étaient bien contents d'être remplacés par des machines. Alors le broyage moderne, c'est avant et après la cuisson. Avant la cuisson, essentiellement pour faire une cuisson homogène. Donc c'est actuellement des broyeurs à boulets, des broyeurs à broche, des broyeurs à marteau, etc.
Donc le gâchage. Ensuite, cette poudre de plâtre, on la mélange avec de l'eau. Et la quantité d'eau s'ajuste en fonction de ce qu'on appelle l'ouvrabilité. Donc c'est rajouter assez d'eau par rapport à la poudre pour obtenir la bonne consistance de la pâte, ni trop liquide, ni trop solide pour pouvoir être réalisé en enduit. Donc pour ça, on utilise le taux de gâchage, donc tout simplement la masse de l'eau utilisée divisée par la masse du plâtre. Actuellement, un plâtre gros de construction actuelle, par exemple, le E sur P est de 0,6, c'est-à-dire qu'on gâche pour 1 kg de plâtre, de poudre de plâtre, avec 60 centilitres d'eau. Et ce qu'on a observé à travers nos analyses et nos reconstitutions, c'est que le plâtre traditionnel ancien était plutôt gâché, lui, à 0,45, donc avec beaucoup moins d'eau. Donc c'est intéressant. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ce taux de gâchage définit directement la porosité finale de l'enduit. En fait, plus on va utiliser d'eau, et plus notre enduit va être poreux, l'eau va s'évaporer à la fin, après le séchage, et donc va laisser du vide. Donc plus on va gâcher un plâtre avec moins d'eau, plus il va être dur et moins il sera poreux. Donc ici j'ai une section d'un enduit, donc on voit plein de bulles. Il y a des bulles qui sont liées à l'air entraîné au moment du gâchage. Et lorsqu'on regarde au microscope électronique, on voit que en fait, notre pâte de plâtre est constituée de plein d'aiguilles enchevêtrées, et entre ces aiguilles, il y a du vide. Et c'est ce vide qui est laissé par l'eau lorsqu'elle s'évapore. Donc on a en fait, notre plâtre est un matériau extrêmement poreux, et cette porosité va caractériser toutes ses propriétés par la suite. Donc évidemment, après le gâchage, lorsqu'on mélange la poudre avec l'eau, il y a le phénomène de la prise du plâtre. Donc ceux qui ont déjà travaillé avec le plâtre non adjuvanté, ils savent de quoi je parle là. C'est le temps de prise très rapide. Donc on a un début de prise de la poudre de plâtre gâchée avec l'eau de moins de 5 minutes. Un début de prise. La fin de prise, en général, c'est moins d'1 heure, mais ça peut être moins d'un quart d'heure parfois. Donc c'est des phénomènes qui dépendent de beaucoup de paramètres, du taux de gâchage. Moins on va utiliser d'eau, plus le plâtre va prendre rapidement. L'énergie pendant le malaxage, la taille des grains de la poudre, etc. La température également. Donc c'est un matériau qui prend très vite. Et ce qui se passe en réalité, c'est dans cette poudre, on va avoir la précipitation du gypse sous forme des petites aiguilles que je vous ai montrées, des petites aiguilles enchevêtrées. Et une fois que ces aiguilles se sont formées, ça y est, le plâtre est pris et on ne peut plus le travailler. Alors à la différence de la chaux, durant cette prise, on a un gonflement de la pâte de plâtre. Donc c'est un matériau qui est complètement différent à ce niveau-là d'un enduit à la chaux, puisqu'on n'a pas ce retrait caractéristique, on a plutôt un gonflement. Et c'est une réaction exothermique, donc ceux qui se sont amusés déjà à gâcher du plâtre peuvent voir que le plâtre chauffe, donc c'est assez spectaculaire parfois, on peut toucher le plâtre et sentir la chaleur qui s'en dégage. Et ensuite, après cette prise, il y a la phase de séchage, donc toute l'eau en excès va s'évaporer et laisser donc le vide dans nos enduits. Je vais rapidement vous parler de la mise en œuvre des enduits traditionnels. Donc elle se fait par projection de la pâte de plâtre manuellement à l'aide d'une truelle. Dans les outils anciens, tout ce qui est taloche, lisseuse, etc., ça n'existait pas. C'était vraiment un travail qui était uniquement fait à la truelle avec une finition, donc la finition parisienne qui est coupée à la Berthollet. Donc je voulais rappeler que je vais effectuer un travail qui est un travail d'historien, qui est sur les techniques d'avant le milieu du 19e siècle, donc ça n'a plus rien à voir avec ce qui se fait de nos jours. En effet, le plâtre était mis en œuvre en 4 passes qui vont s'appeler, donc tout d'abord le renformis, ça sert à renformer le mur. Ensuite, on a ce qu'on appelle un gobetage, que les artisans d'aujourd'hui vont trouver inutile. C'est une couche relativement liquide qui servait à unifier le mur. Ensuite, on a ce qu'on appelle le crépi, qui est vraiment le corps d'enduit, quelque chose de très épais, qui est mis en œuvre avec les mains, avec les doigts, et qui offre une surface striée, comme on peut le voir sur la photo de droite, pour assurer l'accroche de ce qui s'appelle finalement l'enduit, qu'on appellerait aujourd'hui la couche de finition. Donc une passe d'environ 5 mm qui n'est pas obligatoire. Hein. Parfois sur des enduits ruraux, on ne la trouve pas. Et donc il vient finir notre parement. L'histoire du plâtre chaud au sable, ce qui est le matériau qu'on utilise aujourd'hui, en fait, j'ai étudié 46 traités d'architecture de construction de 1567 à 1962. Il n'y a jamais mention de mélange de matériaux pour les enduits parisiens. Au contraire, l'utilisation du plâtre seul est valorisée, il s'endurcit, il fait corps sans aucun secours, on n'a pas besoin de lui rajouter de sable, on n'a pas besoin de lui rajouter de chaux, il n'est pas cher, etc.
La mention du plâtre mélangé avec de la chaux sans sable, elle apparaît vers 1813 par le baron Thénard, qui est un chimiste, et qui trouve qu'on peut retrouver du plâtre de construction si on mélange du plâtre fin avec de la chaux. On va redécouvrir ce procédé au tout début des années 50, notamment pour l'industrialiser. Donc mélanger du plâtre avec de la chaux, on se rend compte que c'est beaucoup plus durable, notamment comparé avec ce qui est le plâtre des années 50, c'est-à-dire un plâtre fin. La mention du sable dans le plâtre et chaux, elle apparaît en 1963. C'est des études du CSTB et de l'actuel CEBTP dans les années 60 sur des enduits anciens qui vont découvrir les recettes du plâtre, chaux et sable. Malheureusement, j'ai étudié toutes leurs archives et on n'a jamais trouvé comment ils ont pu trouver ça. On va vous montrer nos analyses à nous sur des enduits anciens. Et donc l'invention du MPC, mortier plâtre chaux, qu'on utilise actuellement sur nos façades, c'est BAT Express en 1984, encadré donc par le DTU 26.1. Donc au niveau des analyses, donc voilà, ça c'est le MPC formulé actuellement conforme au DTU 26.1. Donc c'est un volume de chaux aérienne, 3 volumes de plâtre gros, 2 volumes de sable et 5 volumes d'eau. Donc le fait de donner des volumes, ça peut laisser une marge au niveau de la formulation en fonction de la compacité de la poudre. Mais globalement ici c'est une composition qui est constituée un petit peu à plus de la moitié de gypse, beaucoup de quartz et un peu de calcite, donc si on a pris un sable siliceux. Et dans les enduits anciens, ce qu'on a pu observer, alors on avait encore des analyses en cours, mais ce qui ressort c'est 90% de gypse et après un peu de calcite, de la dolomite dépendamment des carrières et des approvisionnements et un peu de quartz. Donc on est le plâtre ancien avant 1850 était complètement différent de ce qui se fait actuellement. Donc c'est intéressant de voir cette évolution du matériau au cours du temps. Donc suite à cette introduction sur voilà, qu'est-ce que c'était que le plâtre ancien, qu'est-ce que c'était que ces enduits, je vais vous montrer comment reconnaître un enduit en plâtre. Déjà, on a une très très grande variété de façades. Le bâti parisien, pour ceux qui connaissent bien le Marais, c'est beaucoup de façades enduites au plâtre qui offrent un camailleux de couleurs variées. Mais également dans toute l'île de France, sur de l'architecture noble comme de l'architecture rurale, on retrouve ces enduits. La plasticité du plâtre, sa facilité à orner, fait qu'on va les retrouver dans des grands décors classiques du 19e siècle, mais également dans de la petite recherche ornementale pour des fermes. Donc voilà comment se présente un enduit. Ici, on est sur une ferme à Champs-sur-Marne du 19e siècle. En s'approchant, on se rend compte que le matériau est composé donc d'une matrice de plâtre, de petites aiguilles enchevêtrées, de charbon, de gypse incuit. Voilà, on ne retrouve pas ça dans des enduits chauds. Les enduits au plâtre ont des textures et des couleurs différentes. Il ne faut pas se dire « Ah, j'ai quelque chose qui est ocre, je suis sur un enduit chaud, j'ai quelque chose qui est gris, je suis sur un enduit de ciment, etc. » On a vraiment un camailleux de couleurs très varié parce que le plâtre peut être teinté, mais il peut être abîmé et avoir une coloration. Pour le reconnaître, donc l'enduit se raye à l'ongle. Donc, je vous défie d'essayer de rayer un enduit chaud à l'ongle. Il contient des fragments de combustible. Donc ici, on a du coke, qui est un combustible du 19e siècle, mais on a également des morceaux de charbon. Il contient du gypse incuit. En effet, toute cette faible température de cuisson fait que du gypse ne va pas se cuire, mais le charbon et tout le combustible ne va pas non plus être complètement vaporisé. On va retrouver des morceaux de combustible. Généralement, les enduits anciens ont de fortes dissolutions de surface. On peut les reconnaître, les enduits de plâtre, de cette manière également. Et enfin, il n'y a pas de sable à l'intérieur. Et ça, c'est un test que font certaines personnes sur les chantiers, c'est-à-dire qu'ils le croquent. Et si ça crisse sous la dent, c'est qu'il y a du sable, donc c'est un enduit récent, donc c'est un enduit à la chaux. Mais s'il n'y a pas de sable, c'est que vous avez un enduit plâtre ancien. Je vais rapidement aborder donc, le patrimoine des façades en plâtre d'Île-de-France. Donc nous avons étudié 60 édifices de près, c'est-à-dire aller sur les chantiers, etc. 60 édifices, soit une centaine de façades, et nous avons collecté environ 200 échantillons de plâtre. Donc ça nous a permis un petit peu de voir la variété de ces enduits et de faire un petit peu des familles. Donc la première famille, c'est ce que j'appellerais le plâtre urbain, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il est composé d'entre 2 et 4 couches, il a une très forte épaisseur,
Généralement, voilà, une épaisseur moyenne de 5 cm. Nous, on a vu des enduits qui parfois allaient jusqu'à 10-13 cm d'épaisseur. Et généralement, on a cette fameuse finition coupée à la Berthollet. Donc ça nous fait des façades blanches, grises, vraiment très droites, très strictes. C'est vraiment les façades des centres-villes urbains. On va les retrouver à Provins, à Paris, à Meaux, dans tous les grands centres-villes d'Île-de-France, sur la maison du notable. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler le plâtre rural. Donc lui, il est en une seule passe. On a généralement une assez faible épaisseur, 1 cm, 2 cm. On n'a généralement pas de couche de finition. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir d'ornement. Vous pouvez voir ici qu'on a des bandeaux lissés, qu'on a des encadrements, des petites frises qui sont imprimées dans le plâtre. Parmi le plâtre rural et le plâtre urbain, on peut retrouver le plâtre teinté. Donc ici, on est sur une ferme de la Brie, dont le plâtre a été teinté en ocre avec ce qu'on a identifié comme du quartz. Et ici, on a le séminaire de Meaux. Alors, c'est du plâtre teinté qu'on retrouve quand il y a eu des accidents de chantier. Ce séminaire a été bâti au XVIIIe siècle et vous pouvez voir que la partie au rez-de-chaussée de l'avant-corps, elle est blanche, elle est en pierre de taille. Et en fait, au cours du chantier, il n'y avait plus d'argent. Donc, ils ont monté la partie en rouge avec du plâtre et ils l'ont monté avec du plâtre teinté en gris dans lesquels ils ont mis des faux joints pour vraiment imiter la pierre de taille du rez-de-chaussée, de la partie du rez-de-chaussée. Donc tout ça est actuellement caché derrière un badigeon ocre, donc on ne peut plus voir voilà, ce plâtre qui contrefait la pierre de taille. On peut trouver aussi le plâtre texturé. On va retrouver de nombreuses textures. Il n'y a pas uniquement ce qu'on va appeler le crépi, ce qui est la photo de droite. Donc c'est une projection au balai d'un plâtre relativement liquide dans lequel on va mettre les refus du sas. Donc c'est des petits grains de gypse, des petits grains de charbon, des petits grains de dolomite. Voilà, c'est vraiment le refus du tamis qu'on mélangeait avec un plâtre assez liquide. On trempait un balai de bouleau dedans et on le projetait sur la façade. Donc ça, c'est le crépi avant le 19e siècle. Mais on va aussi trouver des enduits chiquetés, c'est la photo de gauche, où là, dans le plâtre frais, avec un balai de bouleau taillé très proche du manche, on vient imprimer des petits mouvements pour faire de la texture. On va avoir des plâtres coupés à la Berthollet. Voilà. Donc on a une richesse de texture depuis au moins le XVIe siècle pour agrémenter nos façades. Le dernier cas qu'on a trouvé, c'est le 22 rue Geoffroy-Lanier à Paris, dans le Marais. Les enduits ont été datés de 1675 et on trouve voilà, des bandes coupées à la Berthollet et des bandes avec ce crépi de projection de petits grains. Mais on trouve également ce genre de finition voilà, sur l'architecture rurale. Ici, on a un pignon qui est avec ce crépi et vous pouvez le deviner, on a l'encadrement du pignon qui est coupé, donc pour faire un petit ornement. Voilà, donc maintenant, très rapidement, pour terminer notre présentation, on va vous présenter quatre de nos cas d'études les plus importants pour un peu évoquer ce sur quoi on a travaillé ensemble. Alors, le premier cas, donc, ça va être l'hôtel des ambassadeurs de Hollande à Paris, dont mon collègue veut vous faire passer un de nos prélèvements. Alors, cet hôtel a été restauré il y a quelques années par l'agence de l'architecte en chef Jean-François Lagneau. Il s'agit de la façade ouest de la cour orientale. En fait, ce qui est très intéressant dans cet édifice, c'est que les deux façades à gauche et à droite que vous pouvez voir sont en pierre de taille. Et la façade centrale, elle est entièrement enduite en plâtre. Les angelots sont en plâtre, alors que les angelots de gauche et de droite sont en pierre de taille. Et elle contrefait la pierre de taille grâce à l'emploi d'un badigeon en l'état. Donc, au niveau des analyses, on a fait des prélèvements à plusieurs endroits. Bon, on a essayé de faire des datations relatives. Évidemment, il y a des enduits qui étaient partiellement refaits. Mais on a essayé de dater l'échantillon le plus ancien, il date de 1660. Et on voit cette stratigraphie particulière caractéristique des enduits urbains, donc finition, dégrossir, enformis. Et avec un encadrement, une moulure qui vient décorer la façade. Au niveau des analyses, alors les grains que l'on peut apercevoir dans la couche de dégrossis, c'est du gypse, donc le gypse incuit qui est resté tel quel, le charbon, donc le combustible, et des impuretés, essentiellement de la calcite.
La matrice est que du gypse quasiment. Donc on peut voir ici les compositions de ces couches. La finition, on voit qu'il y a quasiment que du gypse, donc quelques traces de calcite, mais à titre d'impureté. Le dégrossi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un peu plus de calcite, donc ça peut être lié aux grains qui sont présents dans cette couche, et donc ça peut être lié au tamisage, tout simplement. Donc cette stratigraphie, on peut voir que le dégrossi, c'est un plâtre grossier, des grains qui peuvent atteindre quelques centimètres, donc c'est vraisemblablement un plâtre au panier. La finition, quant à elle, c'est un plâtre fin, des grains inférieurs à 300 microns, donc c'est un plâtre Rossas qui a été tamisé. Au niveau du taux de gâchage, alors comme je vous l'ai dit, la porosité est liée au taux de gâchage. Donc en analysant la porosité, on estime à peu près le taux de gâchage utilisé. Et on a des plâtres, des couches qui ont été gâchées avec différents taux de gâchage. Le renformis, 60-65%, donc gâché assez clair. Un dégrossi qui est gâché plus serré. La finition, très similaire à la couche de renformis. Et la moulure qui est gâchée très claire, donc vraisemblablement pour pouvoir la travailler et faire le décor. Le deuxième cas d'étude, c'est un immeuble au 1 rue Royale à Versailles. C'était une façade de fausses briques. Mon collègue va aussi vous faire passer des échantillons. Ce qui est particulier de cet édifice-là, en fait, c'est que ce gros morceau que vous pouvez voir en photo à droite a été retrouvé à l'intérieur des pans de bois sous un ravalement plus récent, un ravalement du XXe siècle. Il avait été réutilisé, c'était l'ancien enduit qui avait été réutilisé en maçonnerie, en fait. Donc cet échantillon-là était daté de 1743, donc c'est ce que vous pouvez voir qui va passer. Et il nous a été prêté donc, par l'architecte de la ville. Il est composé, donc vous allez pouvoir le voir, de deux couches. On a le crépi, où vous pouvez voir qu'il y a des grains très 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 gros à l'intérieur, des grains de gypse cuit, parfois de plus d'1 centimètre de diamètre. Et on a la couche supérieure qui est donc teintée en rouge pour imiter les briques, avec un faux joint donc, creusé au crochet à l'intérieur et rempli de plâtre blanc, voilà, pour parfaire l'imitation de la brique. C'est très typique de la ville de Versailles. Il s'agissait d'imiter le palais royal à moindre frais. Donc on contrefaisait la pierre, on contrefaisait la brique uniquement avec l'emploi du plâtre teinté, des badigeons et un bon entretien derrière. Donc voilà, c'est un des échantillons qui passe donc avec des grains de gypse à l'intérieur. Donc là, on n'est même plus sur du plâtre au panier, on est sur du plâtre directement sorti de la carrière. Donc au niveau des analyses, c'est très similaire à ce qu'on avait pu trouver au niveau des grains que l'on retrouve. Donc encore du gypse, du charbon et des traces de calcite. La nature de la matrice est toujours du gypse à une très grande majorité. Et cette stratigraphie particulière, donc la finition des grains fins, un dégrossi avec des grains plus importants et voire là ici très important, on pourrait même parler de béton de plâtre. Au niveau des compositions, ce qui est intéressant encore, c'est de voir que c'est quasiment que du gypse, avec notamment la couche de finition, on a très peu de calcite. On a le renformis où il y a un peu plus de calcite, donc 6,8%. Et la couche intermédiaire, c'est entre les deux. Donc ici encore, on peut se demander si cette différence de composition est tout simplement pas liée au fait de tamiser et d'enlever les grains les plus importants. Ici, à nouveau, on a essayé d'estimer le taux de gâchage à partir de l'analyse de porosité. Et là, c'est un plâtre qui est gâché très très serré, donc dégrossi à 40-45%. Donc c'est à comparer avec les 0,60 qui sont actuellement utilisés. La finition un peu plus claire, mais quand même 45-50%. Donc gâché très serré. Et très peu d'eau ont été utilisées pour faire ce plâtre. Au niveau de la finition, on voit qu'elle est teintée dans la masse. Donc ici, on a observé au microscope électronique à balayage. Et on a pu observer des petits grains comme ça, qui apparaissent riches en fer, de moins de 10 microns. Donc étant donné la taille, c'est vraisemblablement de l'ocre rouge qui a été utilisé pour teinter cette couche de finition. Et on a fait des tests de dissolution de cet enduit, et on a vu apparaître avec l'eau une dissolution et une précipitation d'une matière orangée. Donc identifié avec une analyse à IRTF, donc il s'agirait de gomme arabique. Alors la gomme arabique, c'est intéressant parce que c'est connu pour être un fluidifiant du plâtre, c'est-à-dire qu'elle permet de gâcher le plâtre avec moins d'eau. Et c'est complètement cohérent avec ces taux de gâchage que l'on a retrouvés. Donc ici, ils ont utilisé un additif, la gomme arabique, pour pouvoir gâcher le plâtre très serré avec peu d'eau et obtenir des enduits assez durs et très peu poreux. Troisième cas d'étude, les murs à pêche de Montreuil. Donc ce sont des murs à palissés, donc on n'est plus trop sur des façades. Donc c'est une typologie qui existe à Montreuil depuis au moins le XVIe siècle et qui permet
de faire palisser des arbres fruitiers, on va voir que ça favorise le mûrissement des pêches. Donc certains murs sont très très anciens, bien sûr c'est impossible de dater, ils ont été utilisés, palissés, troués jusqu'au moins au début du XXe siècle. Donc on a divers murs. Ils ont été étudiés par l'archéologue Yvan Lafarge qui a vraiment mis en exergue le fonctionnement hydrique de ces murs, donc qui sont montés à la terre, qui sont très poreux et en fait qui captent l'eau du sol, les eaux qui vont remonter par capillarité. Et cette eau va se stocker en fait dans les enduits en plâtre, dans la maçonnerie, et la nuit, voilà, et en fonction des saisons, ça va favoriser un microclimat. Puis les enduits plâtres sont blancs et réfléchissent le soleil. Donc tous ces paramètres vont favoriser le mûrissement des fruits. Donc ce sont des grandes parcelles en lanière qui sont orientées nord-sud pour avoir des murs vers l'est et vers l'ouest et offrir les meilleures qualités d'ensoleillement pour les fruits. Donc, ça va me permettre d'aborder un des thèmes importants au niveau des enduits en plâtre, c'est les propriétés de transfert. Donc ici, deux propriétés essentielles, c'est la perméabilité à la vapeur d'eau. Ce qui est important de savoir, c'est qu'avec le plâtre est un matériau poreux, donc qui laisse passer facilement la vapeur d'eau, et également un matériau très capillaire, donc qui absorbe facilement l'eau liquide. Donc c'est très important quand on parle de bâti ancien, puisque ces propriétés d'un enduit en plâtre ont permis aux bâtiments, notamment à Paris, qui sont réalisés parfois en pan de bois, avec des moellons avec un mortier en plâtre, de respirer le bâti ancien avec ses enduits et capable de maintenir un échange hydrique qui maintient le bâtiment en l'état. Donc c'est des propriétés très importantes qui varient donc avec la porosité du matériau. Les propriétés de transfert de ce matériau peuvent varier du simple au double, voire au triple, en fonction du taux de gâchage qui a été utilisé pour faire ces enduits. Donc ça fait appel à quand même un grand savoir-faire technique. Et on peut optimiser comme ça ces propriétés de transfert avec le taux de gâchage, mais aussi en utilisant la finesse des grains adaptés de la poudre, et à réaliser des enduits en plusieurs couches, comme on l'a vu. Donc tout ce savoir-faire a été maîtrisé pour donner des bâtiments qui ont duré jusqu'à nos jours. Alors au niveau toujours d'un autre paramètre important, c'est le fluage. Donc le fluage, c'est tout simplement la déformation d'un matériau sous une charge constante. Donc ici, ce qu'on a pu voir à Montreuil, et c'est très intéressant, c'est de voir que nos enduits, qui étaient souvent humidifiés, se déformaient avec le mur. Donc on voyait ainsi des murs complètement tordus, mais l'enduit suivait la surface du mur, sans se fissurer, sans rien. Donc on a ainsi, vous le voyez sur les photos, l'enduit humide qui est capable de se déformer sans se rompre. Donc ça, c'est une caractéristique du plâtre, qui est très favorable pour le bâti ancien qui bouge un petit peu. Et ça permet de voir des enduits qui maintiennent leur cohésion et une fois secs, qui retrouvent leur dureté originelle. Notre dernier cas d'étude, donc la Folie de Pantin, qui est un bâtiment actuellement abandonné sur la commune de Pantin. Donc c'est un édifice qui est assez intéressant parce qu'il est construit sur les carrières de gypse de la ville de Pantin. Donc il date de la fin du XVIIIe siècle. Et comme c'était la propriété d'un ancien carrier et qu'il était sur les carrières, il a été construit une maçonnerie mixte de blocs de gypse et de moellons calcaires, le tout enduit en plâtre à l'intérieur et à l'extérieur, ourdé bien sûr au plâtre. Donc on a vraiment un bâtiment qui, on peut dire, est composé à 80% de gypse, et qui voilà, date de la fin du XVIIIe siècle et nous est parvenu en un triste état malheureusement, mais on va voir que les pathologies actuelles ont été provoquées ces 50 dernières années. En effet, ils ont décidé à la fin du XIXe siècle de mettre des chéneaux en tête de mur sur la toiture. Quand ils ont refait la toiture, bien sûr, ces chéneaux, ils n'ont pas duré très très longtemps. Ils ont vite fissuré et donc on a eu des infiltrations d'eau en tête de mur. Et donc avec le gypse, c'est quand même une matière soluble et tout le gypse a ruisselé à l'intérieur des maçonneries. Donc maintenant, on a un bâtiment assez en piteux état structurellement. Donc ce sont des enduits vraiment très, très épais avec des ornements, on a avec des refends, on a des frontons avec des groupes sculptés, etc. Donc tout en plâtre. Voilà le fronton sculpté. Alors la composition de l'enduit, encore une fois, c'est que du gypse en grande majorité avec quelques traces de calcite, de quartz, mais
à quelques pourcents seulement. Donc c'est toujours la même façon de faire, la même composition. Et donc ici, la folie de Pantin, ce que l'on peut voir, c'est un des aspects principaux du plâtre, c'est au niveau de ses caractéristiques mécaniques, sa sensibilité à l'eau. Donc les caractéristiques mécaniques du plâtre, c'est la résistance mécanique, la compression, la traction, sa rigidité, sa dureté. Et toutes ces caractéristiques baissent énormément avec un tout petit peu d'eau. Il suffit de 5% de teneur en eau, c'est-à-dire pour 1 kg d'enduit, juste mettre 50 millilitres d'eau, ça suffit pour faire baisser les résistances de 35-40%. Donc ici, dans ce bâtiment, on a eu des fuites d'eau et on peut voir les dégradations que ça a causées. Donc résistance à la compression amoindrie, des murs qui flambent, des enduits qui se détachent. Donc le plâtre, c'est quand même un matériau extrêmement fragile vis-à-vis de l'eau, et donc il faut prendre en considération cet aspect primordial. Voilà, donc merci de votre attention. Donc après voilà, cette introduction sur le plâtre ancien, on va passer aux solutions d'aujourd'hui. Merci. Merci Tiffany, merci Jean. C'est absolument passionnant, et le mur à pêche, franchement, ça donne envie de manger des pêches sans glyphosate et sans tous ces produits qu'on a aujourd'hui. Donc nous allons passer la parole à Céline Le Tertre et Bernard Leblond de Parex, qui vont continuer à nous parler donc des radans de façade ancienne Île-de-France. Ça se projette ? Oui, c'est bon, on voit pas l'écran en fait. Oh là là. Pas les marches non plus. Bon, ni les marches, excusez-nous. Bonjour à tous. Donc comme disaient Tiffany et Jean, on va venir vous présenter les solutions modernes d'aujourd'hui. Donc je laisse la parole à Bernard pour la partie technique. Bonjour. Donc aujourd'hui, on traite les façades en plâtre avec beaucoup de précautions. On a vu que c'est des supports fragiles. Et ce qui les caractérise, c'est toujours des façades avec beaucoup de décors, beaucoup de modénature, et qui sont faites donc en mortier plâtre MPC, mortier plâtre chaud, depuis donc c'est très récent, c'est quand même des années 60 à des années 80, donc c'est des mortiers de plâtre chaud qui fonctionnent bien. Et on a vu avec Tiffany que l'historique était beaucoup plus compliqué que ça. En tout cas, aujourd'hui, on travaille avec une recette dite traditionnelle, validée par un DTU, et qui fonctionne bien en application manuelle. Et donc, ce qui est caractéristique et essentiel pour les constructions, c'est toujours protéger contre le ruissellement et préserver les soubassements. On a vu que l'eau était un facteur destructif, donc il faut absolument le protéger, le support. Donc, un petit rappel du DTU, la recette qu'on a vue, donc je ne vais pas m'étendre sur cette recette qui est connue, une part de chaux aérienne, du plâtre gros, du sable et de l'eau en volume que l'on va adapter suivant la consistance, suivant le travail. Donc, ce qui est essentiel, c'est toujours avoir lorsqu'on est en restructuration, qu'on a l'enduit ne pas être conservé, on va le purger en totalité et toujours travailler sur les supports, on va ne pas apporter d'autres, on va travailler en brossant, en dépoussiérant à l'air comprimé, mais certainement pas en lavant les façades à grande eau, d'amener de l'eau dans un support qui n'en a pas du tout besoin. Et après, on va toujours protéger les différents matériaux structurels, notamment les pans de bois, en mettant un feutre bitumineux, en mettant une armature en complément pour assurer la liaison avec le support et les matériaux. Donc, le mortier plâtre chaud s'applique en épaisseur, en une couche, si on travaille en épaisseur inférieure à 3 cm, inférieure ou égale à 3 cm. Et au-delà, on va travailler en passes successives. Et ces passes successives seront à chaque fois grattées, raclées à la berthellet de manière à avoir une accroche, de ne pas avoir une surface lisse, de favoriser l'accrochage entre passes. Donc le dosage en eau, il varie. On va l'adapter en fonction de notre couche. On retrouve un peu ce qui a été défini, ce qu'on a vu dans l'étude historique, avec des pourcentages d'eau qui vont caractériser les différentes couches. Donc la première passe est toujours très fluide pour nourrir le support. Après,
On va baisser légèrement le taux de gâchage de manière à avoir quelque chose qui peut monter plus facilement à l'épaisseur, qui se tient mieux en charge. Et à nouveau, pour la couche de finition, on va gâcher plus fluide, de manière à avoir quelque chose qui est plus facile à travailler, qui va s'appliquer de manière régulière et plus rapidement. Une des caractéristiques des façades plates, c'est tout ce qui est les protections du bâti, donc notamment tout ce qui est corniche, les bandeaux de recouvrement, les appuis de fenêtres, qui doivent être réparés, restructurés à l'identique, et surtout avec pose du zinc, un zinc conforme qui assure la goutte d'eau, et qui assure dont l'étanchéité avec la remontée est aussi correcte. Donc ça c'est essentiel, sinon toutes les détériorations par ruissellement vont venir détruire le travail dans l'usage. Voilà. Les petites illustrations avec la flèche pour la goutte d'eau sur l'appui de fenêtre, donc le bandeau en zinc. Généralement on a toujours des débords de toiture importants qui assurent l'évacuation de l'eau le plus bas possible de la façade, et qui assure la protection de l'enduit contre la pluie battante. Donc le déport de toiture. Voilà. Une des parties importantes des maçonneries anciennes, c'est tout ce qui est la partie du soubassement. Donc on a toujours une notion où on va protéger la partie basse des remontées capillaires. Donc on va trouver dans des maçonneries qui sont des maçonneries nobles, entre guillemets, souvent une première assise avec des pierres calcaires dures, très fermées, ce qui fait que là, les maçonneries avec le plâtre va être protégées de manière naturelle. Les risques de remontée capillaire sont beaucoup plus limités. Après, dans des ouvrages plus simples, où il y a moins d'argent disponible pour réaliser, on va se retrouver plus dans un schéma de ce qu'on a pu voir avec l'illustration du mur à pêche, donc avec des choses où il y a un risque de remontée capillaire qui est important. Donc le traitement va être différent. En tout cas, généralement, le soubassement reste nu, de manière à ce que l'évacuation puisse se faire. La pierre n'est pas recouverte et l'eau qui remonte dans la maçonnerie peut s'évacuer naturellement par les joints du matériau. Sinon, ce que nous on propose aujourd'hui en technique moderne, c'est de venir recouvrir un soubassement qui nécessite un traitement avec deux produits, l'enduit par hexal ou l'enduit par lumière STH. L'enduit par hexal est un enduit à la chaux adapté au bâti ancien, et l'enduit STH, on le verra après plus en détail, c'est un produit qui est spécifiquement développé pour traiter les remontées capillaires. Donc lui, il va les maîtriser, il va supporter qu'il y ait un certain niveau de remontée capillaire, et il va empêcher la détérioration et la libération des sels. Et si c'est nécessaire, il faut faire une injection de résine en pied de mur pour recréer l'équivalent d'une coupure de capillarité. Donc c'est des techniques modernes qui permettent de sauver, de maintenir en état du bâti ancien. On vient perforer le mur et injecter une résine qui va se déposer et s'opposer au passage de l'eau. Les finitions associées pour les enduits sur le plâtre chaud. Ok. Donc voilà, on va vous présenter les préconisations sur les produits de restauration des façades plâtres. Donc la recette de produits qui respecte la recette traditionnelle du DTU, le parélien et le parélien fin. Le parélien qui est plutôt un enduit un peu plus gros qui permet de faire la première couche, et le parélien fin qui vient en décoration. Donc on est sur des produits prêts à l'emploi qui respectent bien les recettes traditionnelles et qui permettent de refaire des produits correspondant à l'effet sur site avec un approvisionnement des sables constant. Donc ce sont des produits teintés qui peuvent être teintés à la demande en fonction de la couleur de référence de la façade. Donc voilà, je le disais, 2 granulométries au choix. Le parélien qui est un enduit plutôt gros avec une granulométrie qui va jusqu'à 1,25 mm, et le parélien fin qui est un produit très fin qui a l'objectif de reproduire vraiment des aspects pierre de taille qui va jusqu'à 0,4 mm, donc c'est des produits vraiment très fins. Donc l'avantage c'est qu'on respecte la recette traditionnelle du DTU, on respecte le support, on reforme un calcin protecteur avec un produit bien dur, et on respecte les échanges hydriques comme disait
Jean tout à l'heure, donc là une petite faute sur la présentation. Et on reproduit vraiment des aspects pierre détail qui reproduisent ce qui pouvait être fait avant. On peut également, pour élargir le choix d'aspects et de teintes en fonction des zones, appliquer des produits sur le parisien. Par exemple des peintures minérales, donc ça peut être des chaux en pâte, le calcinane badigeon, pour des produits un aspect plutôt mat. Sinon des peintures au silicate de potassium, la silicane peinture, qui permet d'avoir une très forte durabilité et un choix de couleurs plus large et de bien adhérer au support. Et ensuite on peut également appliquer, pour encore plus de finesse, des produits 100% chaux aérienne, tels que le calcidéco, qui permet d'être travaillé de manière très fine. Donc voilà une sélection de solutions pour les façades de restauration de plâtre, entre ce qui a pu être fait bien avant, ce qui est fait aujourd'hui, qui fonctionne, des produits dédiés à ce type de restauration. Si vous avez besoin d'autres, on aura des questions tout à l'heure, on pourra répondre aux questions. Et après, sinon, sur le stand de la guilde des métiers de la chaux, on sera présent pour discuter plus longuement pour ceux qui seraient intéressés sur le sujet des façades en plâtre avec Jean, Tiffany, Bernard et moi. Et maintenant, on va passer au traitement des façades humides. Alors, pas spécifiquement que pour la région parisienne, c'est valable pour toute la France, avec des solutions qui également fonctionnent et qui sont connues depuis de nombreuses années. Oui, alors c'est important, hein, le bâti ancien a vraiment un gros problème avec tout ce qui est l'eau qui fonctionne, qui remonte par capillarité. Donc, on sait qu'on est obligé de conjuguer avec l'eau dans le bâti ancien. On n'a pas de technique ancienne qui permette de s'affranchir de l'eau dans le sol. Donc il y avait des manières assez simples de s'en prémunir. En tout cas, déjà, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. On a forcément un bâti qui évacue l'eau le plus loin possible, l'eau de pluie, avec des débords de toiture, des corniches, des génoises, des bandeaux, voilà, des parties basses qui peuvent être en retrait. On le voit un petit peu sur la photo, mais ça peut être significatif sur d'autres ouvrages qui ne sont pas forcément avec les constructions à pans de bois. Les soubassements qui sont en pierre plus dure, ou sinon des constructions sur pied ou pilotis dans les terrains marécageux ou très humides. Ah, excusez-moi, j'avais loupé une phrase. Voilà. Mais malgré les soins que pouvaient prendre nos anciens bâtisseurs sur la construction, d'essayer de gérer ces problèmes d'eau, avec le temps, les dégradations sont apparues. Et souvent, les dégradations sont venues de notre monde moderne. On a fait des choses, typiquement, c'est ce qu'on a sur la photo. On a un bel ouvrage ancien avec une belle porte ouvragée, une maçonnerie à colombage. Et on voit l'encadrement en pierre de la porte qui est complètement rongé par les remontées capillaires. Et on a un enrobé qui vient au contact de la façade. Donc un soubassement qui ne peut plus respirer. Donc l'eau, forcément, l'eau qui arrive sur le sol, elle s'évacue par le mur. C'est le mur qui sert d'éponge pour évacuer l'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en urbanisation, des façades anciennes, où il n'y a plus la partie basse, à la fois du mur ou du sol, qui peut laisser respirer. Donc, on retrouve un schéma assez proche de ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur les murs à pêche. On a une construction qui est bâtie dans la terre avec des matériaux plus ou moins tout venants, qui sont de plus ou moins fermés. Et en tout cas, un mur qui est dans l'emprise du sol, donc avec de l'eau qui arrive en contact ou en pied de mur. Donc cette eau, il faut qu'elle s'évacue. De manière naturelle, elle remonte dans les matériaux. Un mur est une bonne éponge, un bon système pour drainer de l'eau qui est arrivée dans le sol. Et là, aujourd'hui, on se retrouve face des modifications. On a un mur avec un enrobé qui est en contact. On a des mares qui ont été supprimées dans l'environnement plutôt à la campagne agricole, où il y avait des mares, des fosses à eau qui servaient à la fois pour nourrir les animaux, mais qui servaient aussi pour décompresser les sols. On transforme ces habitations de travail en habitation, on transforme ces constructions de travail en habitation, et on supprime la mare parce que ça peut être potentiellement dangereux pour les enfants. Mais la mare, elle avait un rôle non pas uniquement pour nourrir les animaux, elle servait aussi de décompression, elle servait de réservoir d'eau. L'eau venait plutôt s'écouler dans la mare, parce que c'est plus facile que d'essayer de s'évaporer par les murs de la construction.
Également, dans les bâtiments anciens, on va modifier le sol. On passe d'un sol en dallage pierre bâti sur une chape maigre à du carrelage rigide sur une forme en béton. Donc là également, l'eau ne peut plus s'évacuer, l'humidité ne peut pas s'évacuer. Donc elle va choisir le mur comme vecteur d'évacuation. Et on le voit souvent dans le bâti ancien, notamment sur les façades plates, où il y a des façades qui sont revêtues d'une peinture imperméable ou d'un enduit ciment pour les pieds de mur. Donc tout ça fait que le support est fermé, alors qu'on a besoin d'avoir des supports qui respirent au maximum. Donc l'eau remonte dans le mur par capillarité. Un des effets, on le voit sur la photo, avec un schéma illustratif, l'eau en se déplaçant dans les matériaux, elle va déposer des sels, et ces sels sont destructeurs. Ce sont souvent les sels qui sont expansifs, donc ils vont, soit l'effet est immédiat, soit l'effet est sur le court ou le moyen terme. On va détruire, on va ronger les matériaux, on va ronger le mortier de rondage et l'enduit. On retrouve notre première illustration. On voit quand même qu'on a des remontées capillaires qui sont à plus de 2 mètres de hauteur. C'est quand même considérable. Ça veut dire que là, il y a quand même une arrivée d'eau qui est d'importance. Sur la façade illustrée sur la photo de droite, on a une maison qui est également ancienne, il y a moins stylée. Mais malgré tout, toute la partie basse, donc la partie du sous-bassement, et l'enduit est détérioré et rongé, et on voit les taches d'humidité qui apparaissent dans l'enduit en se marquant de manière plus sombre. Donc là, on a forcément de l'eau qui circule, et cette eau, si elle ne veut pas s'évacuer, elle va... De toute façon, l'eau, elle s'évacue forcément par un moyen ou un autre. Elle va choisir un chemin, et ce n'est pas forcément celui qui est le meilleur pour la construction. C'est pour ça que sur des constructions anciennes, on retrouve des fois de l'eau qui remonte jusqu'au premier étage, parce que les matériaux poreux vont... S'il y a un apport d'eau important, ça va monter dans des considérations assez importantes. La logique voudrait que ce soit uniquement la partie sous-bassement qui soit affectée, non pas après en hauteur, en élévation. Alors, pour stopper les remontées capillaires, on va, de manière simple, la technique la plus simple qui est moins contraignante, c'est appliquer un corps d'enduit qui va favoriser cette évacuation. Et après, avec un parement naturellement adapté qui ne ferme pas. La considération la meilleure, ce serait de pouvoir éloigner l'eau du pied de mur. Mais c'est des contraintes énormes. Il faudrait faire un système de drainage. Un drainage n'est pas toujours possible, notamment en habitat urbain, et ce sont des coûts beaucoup plus importants. Mais dans certains cas où on a beaucoup d'eau en sol, si on ne le maîtrise pas, ça peut être la meilleure solution. De faire un drainage et après d'associer avec des définitions complémentaires. Et l'eau, il faut l'évacuer, parce que des fois on a des drainages qui sont faits, mais que l'évacuation n'est pas faite correctement. Il faut que ça s'évacue soit dans un puisard, soit après qu'elle s'écoule sur le terrain. En tout cas, elle ne doit pas rester en pied de mur et être stockée. Donc toujours une règle, on reconstitue à l'identique, hein, on refait les bords de toiture, les corniches, les bandeaux, s'il y en a, donc surtout pour les façades en plâtre chaud, une zinguerie en bon état, des gouttières, des chéneaux qui fonctionnent, et l'eau qui s'évacue assez loin, parce que si on a une chéneau qui apporte l'eau en pied de mur, ça ne sert à rien. On va recréer un problème, on concentre l'eau en pied de mur. On n'a pas pu faire un drainage, on a des problèmes quand même importants. Il peut être nécessaire de recréer une barrière étanche. Donc une méthode simple et aujourd'hui assez performante, puisqu'on peut trouver la mécanisation, des pompes qui permettent de travailler en volume. Donc on sait exactement ce qu'on met comme produit dans le matériau. Donc on a des sortes d'abacs où on peut dire en fonction de tel matériau, on va mettre tel volume de résine. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui est empirique. Voilà. On a une pompe qui permet d'injecter une résine. Cette résine, elle va se disperser. Elles sont assez fluides. Et après, elle se fige, elle ferme le support. Et là, de manière artificielle, on va recréer une coupure de capillarité dans des matériaux poreux. Donc, ce qui fait qu'on va limiter, il y a très peu de facteurs d'échec. Et si jamais il y a une zone qui ne fonctionne pas, il suffit de refaire l'injection. Voilà. Donc, dans les matériaux du bâti ancien, ça fonctionne bien. On va travailler en injection donc, de ces résines. Ensuite, pour ralentir l'apparition
des phénomènes d'eau en surface, on va appliquer un enduit d'assainissement. Donc chez Parex, c'est le Par-Lumière STH. C'est un enduit qui est conçu de manière à retenir les sels. Donc on considère qu'il peut y avoir, malgré tout, il reste une arrivée d'eau par capillarité. Cette arrivée d'eau par capillarité n'est pas importante. En tout cas, elle a été minorisée par l'injection, par du drainage, mais potentiellement, il peut toujours y avoir un problème de remontée capillaire. La remontée capillaire peut avoir lieu, et dans la conception de l'enduit, il va lui stocker les sels. Ils vont être détruits ils vont être stockés par des vides d'air, et ils ne pourront pas venir migrer ou se déposer en surface. Donc l'enduit, c'est un enduit d'assainissement. Tu as ta main ? Si tu veux. Donc, ouais, voilà. Donc, du coup, Bernard en a un petit peu parlé. Le Par-Lumière STH, donc un sous-enduit d'assainissement qui est vraiment formulé pour les soubassements et les traitements de remontée d'humidité. Donc, il existe en gris et en blanc, qui permet du coup, si on souhaite, de le laisser nu, même si la vocation est à être recouvert, bien entendu. Donc, sa spécificité, c'est qu'il est à base de chaux, premièrement, mais également d'alliants résistants au sel, avec tout ce qui est sulfate, chlorure, nitrate, donc qui permet vraiment de résister à toutes les agressions existantes. Il a un module d'élasticité qui est très bas, qui lui permet d'être appliqué sur des supports fragiles. Et il a également une bonne perméabilité à la vapeur d'eau, qui lui permet également d'être adapté aux supports anciens et de garder de bons échanges gazeux. Donc, comme disait Bernard, sa spécificité également, c'est qu'il y a un fort taux d'air occlus, donc 29%, c'est très élevé, ce qui permet, ce qu'on voit dans le petit schéma, d'avoir un réseau de bulles d'air qui permet de favoriser l'évaporation de l'humidité, capter les sels et leur permettre de s'expanser sans venir casser finalement l'enduit et éviter l'apparition des sels. Le dernier point qui est intéressant, et c'est un enduit qui existe depuis très longtemps, qui a été testé dans une étude européenne par le LRMH, le laboratoire de recherche des monuments historiques. Il a été appliqué sur les salines royales de Dieuze il y a plusieurs années. Il a été laissé longtemps voir son comportement avec d'autres enduits du marché, et c'est un des enduits qui s'est le mieux comporté. Voilà. Donc c'était des murs gorgés de sel à 100%, je crois. Il a très bien fonctionné. Il y a beaucoup de chantiers qui ont été réalisés avec le Par-Lumière STH qui donnent de très bons résultats. Donc ensuite, pour terminer, une fois qu'il est appliqué, on applique la finition. Bernard, si tu veux reprendre la fin. La finition sera toujours un produit à la chaux, un produit qui est souple. Donc chez Parex Group, ce sera Parexal, Par-Lumière fin, Par-Lumière moyen, un calcide éco qui est un produit 100% chaux aérienne. Donc des produits avec un bas module d'élasticité, une forte perméabilité, de manière à bien laisser respirer le support, et surtout, je perds mes mots, excusez-moi, voilà, on va offrir un aspect décoratif que l'on peut assez varier. On peut faire un large panel de solutions avec des produits qui sont très respectueux à la fois en comportement, et surtout on ne va pas fermer le support, on le laisse bien respirer, ce qui est important pour le bâti ancien. Merci de votre attention. Messieurs, merci de votre écoute. C'est un sujet très intéressant. Et avant effectivement de passer à la deuxième partie de cette conférence, dont le thème est les façades haussmanniennes, on peut faire un tour de table si vous avez des questions à poser à nos intervenants. C'est, je pense, avec plaisir qu'ils vous répondront. Donc je peux passer le micro. Moi, là, j'ai 2 devis pour refaire une façade d'un immeuble qui est situé dans le périmètre sauvegardé du Marais. Donc là, on a une obligation d'utiliser la chaux. On a un support qui, à ma connaissance, est en plâtre, qui actuellement est recouvert par une peinture plastique posée en 1986, qui a tenu 30 ans, mais qui maintenant laisse passer l'eau qui reste dans la façade. Donc on a des devis qui prévoient de faire ragréage en micro-mortier en 2 couches avec marouflage d'une trame de verre. Alors je voudrais savoir comment vous préconisez l'utilisation de ces trames et les conseils que vous pouvez donner.
Monsieur Leblond. Oui. Alors, c'est intéressant comme question. Quand vous parlez de micro-mortier, est-ce que vous avez plus de précision, sans forcément avoir une marque, mais là, sur le principe, parce que peut-être c'est quelque chose qu'on peut regarder en détail en aparté. Sur le principe, les façades plâtres, à partir du moment où on plique l'enduit en plâtre, normalement le DTU, la réglementation, impose qu'on refasse une façade avec un enduit plutôt à la chaux, mais hydraulique. Donc après, il y a des solutions qui existent. Après, aujourd'hui, il y a la possibilité, notamment c'est ce qu'on fait dans les secteurs sauvegardés, Versailles ou même le Marais, on travaille avec les mortiers plâtre chauds. Donc là, c'est chez Parex, c'est le parélien. Chez d'autres acteurs, on retrouve l'équivalent. On va utiliser un mortier plâtre chaud tel que défini la recette qu'on a vue dans le DTU 26. Après, tout ce qui est micro-mortier, cette appellation est un peu bizarre. En tout cas, d'utiliser l'armature fibre de verre, c'est pas trop adapté avec un enduit où normalement il y a de la charge. Donc soit on travaille avec une armature métallique qui est plutôt fixée sur le support en amont, ou après le renformis, ou après selon les produits, elle peut ne pas être nécessaire. Mais la bonne technique, c'est soit on refait un mortier plâtre chaud, donc avec les contraintes, puisque c'est un produit mis en œuvre manuel. On est un peu plus verrouillé au niveau des finitions, mais après il y a quand même des finitions qui sont très belles, on a vu, en plus qu'on fait des faux appareillages de briques. Et sinon, c'est la technique de remplacer l'enduit plâtre par un enduit à la chaux. C'est ce que demande normalement le DTU. Donc là, il faut regarder peut-être en détail, en aparté, ce que vous avez comme produit, à quoi ça correspond, parce qu'après il faut regarder les fiches techniques, il faut regarder les DOP, il faut voir les performances. En tout cas, ce qu'il faut favoriser et privilégier, ce sont des produits qui respectent la perméabilité, qui respectent la légèreté, parce qu'il y a le poids au mètre carré, et les valeurs après de résistance à l'arrachement, les classes de résistance du produit utilisé. C'est un cas intéressant, monsieur, effectivement. Et en fait, si j'ai bien compris le sujet, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 80, cette façade avait été refaite avec un RPE. Donc un matériau qui n'est absolument pas adapté au support plâtre, quoi, en fait. Et ce que j'ai entendu également, du moins ce que je n'ai pas entendu, c'est que dans les devis que vous avez, cet RPE reste en place. Il n'est pas prévu de le décaper. C'est prévu. Le début, d'accord. Ah d'accord, très bien. Oui, il y a un piquage, apparemment. On revient au support, là, apparemment. Piquage ou au décapage, parce que... Voilà. Oui, d'autres questions ? Oui, moi c'est une question aux deux premiers intervenants sur les façades en plâtre, justement avec les éléments anciens très intéressants. Est-ce qu'on a je sais que la recherche est en cours, la solution pour les conserver? Parce que dans les monuments historiques, on aimerait bien conserver ce que l'on voit plutôt que de tout gratter et de tout refaire à l'identique, surtout quand on a des enduits très intéressants. Est-ce qu'on va trouver une solution ou c'est pour quand je serai à la retraite? C'est en cours, là, on est en train de réfléchir à... Oui, c'est une problématique qui nous touche au laboratoire, hein, évidemment, et on est en train de voir pour la suite de trouver des solutions. Alors,
pour ravaler entièrement la façade et la remplacer, ça, il y a des solutions. Mais pour conserver l'enduit en plâtre, le nettoyer, décaper proprement et consolider, alors consolidation matricielle, coulis d'injection et même des mortiers de réparation locaux. Alors il y a encore des études à faire un peu plus conséquentes. Donc normalement le laboratoire est en train de voir ce qu'ils peuvent faire là-dessus. Mais c'est toujours pareil, on cherche les fonds, monter les projets, ça prend un peu de temps. Mais normalement c'est dans les cartons. Un complément sur les techniques. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on conserve de plus en plus les enduits, et, quelle que soit leur nature, dans la mesure où il n'y a que de la réparation à faire. Et de plus en plus, on emploie des techniques de coulis pour recoller des zones de décollement. Ces techniques fonctionnent bien. On part avec un liot, une chaux, et s'il faut, on rajoute un petit peu de fluidifiant, un peu de chimie pour aider, suivant la nature des matériaux. Mais en tout cas, la technique des coulis est en train de progresser et de plus en plus utilisée. Il y a quelques années, il y avait quelques personnes qui utilisaient ces techniques. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus utilisé et on le retrouve plus facilement proposé dans des devis de réparation. Donc c'est une technique qui permet de conserver l'existant. Après, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais bon, chacun progresse. Merci. Madame, je crois que vous vouliez des questions. Merci. Moi, ma question, c'est sur les dosages des différentes passes, notamment, si j'ai bien retenu, l'hôtel des ambassadeurs de Hollande, où il y avait aussi un autre, les dosages plus actuels proposés par Aix. Ce qui m'étonne, c'est que la deuxième passe est gâchée plus serrée. Et du coup, ma question, c'est est-ce que ça tire pas sur le premier corps d'enduit et pourrait créer des décollements? D'un point de vue pratique, après d'un point de vue chimique, je laisserai Jean répondre. D'un point de vue pratique, la première passe est toujours plus fluide, puisqu'on a besoin de nourrir le support. Donc on fait un fouettage, voilà. On retrouve cette technique en plâtre et également en enduisage. En enduisage, le Gopti, il est très liquide. On a un taux de liant qui peut être différent. Le plâtre supporte plus facilement l'apport supérieur d'eau. Et après, de travailler avec un produit aussi fluide, on ne pourrait pas faire la charge. On serait obligé de faire la charge en passes successives, mais ça prendra un temps infini. Donc la première passe, elle est plus fluide, mais à la fois l'excès d'eau, il est absorbé par le support. Oui, est-ce que c'est un temps de séchage aussi c'est très rapide. Hein. Ah ouais, non. C'est très rapide avec le plâtre. Oui. Sur les efforts mécaniques, non, vous n'avez pas de... Après, vous dites ça tire, mais en fait le plâtre gonfle. C'est différent de la chaux, il n'y a pas de retrait. Donc, et puis si c'est fait des enduits frais sur frais, normalement il y a une très bonne une adhérence très forte entre les différentes couches. Donc normalement il n'y a pas de pathologie qui apparaissent. D'accord. Et sinon, j'ai une autre question, c'est sur les plâtres qui étaient utilisés avant. Est-ce que c'était exactement les mêmes compositions ou est-ce que c'était un petit peu différent? Parce que par exemple, quand on parle de la chaux, les anciens mettaient de la brique pilée pour donner de l'hydraulicité et accélérer le temps de séchage. Est-ce que pour les plâtres, il y a un raisonnement un peu pareil sur les plâtres anciens et les plâtres actuels? Pour les plâtres anciens, il n'y a pas de. C'était vraiment du plâtre pur. Hein. On ne retrouve pas d'adjuvantation, on va retrouver de l'adjuvantation, mais pas de cet acabit-là. C'est vraiment ce que notre étude a mis en œuvre. Après, on va retrouver de la petite adjuvantation organique, voilà, de la gomme arabique, des choses comme ça. Mais là, il y a beaucoup d'études à faire encore là-dessus pour le mettre en valeur. On ne sait pas vraiment encore ce qui est. Pardon ? Non, ça n'a pas d'impact. 1% de sable, 3% de calcite, c'est pas significatif. Pardon, je vois quelqu'un qui s'impatiente. Michel, tu veux dire un mot sur le sujet, non? Oui, je voulais simplement faire une petite réflexion sur l'adjuvantation des plâtres. L'adjuvantation des plâtres porte surtout sur l'eau de gâchage. Donc on en trouve très rarement des traces dans le produit fini, y compris à l'heure actuelle. On joue effectivement avec des agents fluidifiants, des agents épaississants.
En règle générale, ça s'est fait quasiment de tout temps, en prenant des matériaux organiques, en travaillant sur des matériaux organiques, dont on ne retrouve absolument pas la trace. Mais pour la mise en œuvre, c'est fondamental. Aujourd'hui encore. Merci. Mesdames, Messieurs, d'autres questions? Monsieur? Merci, bonjour messieurs, dames. Quand on travaille en secteur sauvegardé et qu'on nous fait faire des études scintigraphiques pour savoir la composition des enduits anciens, est-ce que la tendance, est-ce que les monuments historiques acceptent qu'on substitue les enduits anciens en utilisant donc des enduits avec du sable par exemple, ou est-ce qu'il y a une tendance à vouloir reproduire maintenant des produits plus proches de ce qui existait avant? Je dirais qu'il n'y a pas de règle établie. Ça va être selon la demande de la personne qui gère la rénovation, la restauration. Donc on se trouve devant tous les cas de figure. Après, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les différentes solutions. C'est un choix qui doit être sans doute économique et après avec un impact historique. Mais il y a toutes les solutions, toutes les demandes existent. Donc on va reconstituer à l'identique, ce qui n'est pas toujours facile. Il faut que les matériaux soient encore disponibles, ou sinon on va reconstituer à quelque chose qui est similaire à l'identique. Ou sinon on accepte de passer avec des techniques modernes, donc le plâtre chaud. Donc le plâtre chaud, on l'a vu, c'est une technique moderne et qui commence juste à être légèrement ancienne. Elle a une quarantaine d'années au maximum. Mais elle donne de bons résultats. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été refaits, qui fonctionnent avec ces matériaux. Est-ce que ça répond à votre question? Après, pour compléter la technique des mortiers plâtre chaud est aujourd'hui la seule reconnue dans le DTU 26.1 et d'une certaine manière la seule couverte par les techniques courantes, donc assurable. Même s'il existe d'autres solutions, aujourd'hui c'est la seule qui est assurable pour les entreprises et ceux qui font le chantier, si je complète. Je crois qu'on doit avoir épuisé notre temps de parole et de présence. Non, il reste encore 3 heures, donc... impeccable. On commande des sandwichs? Non, donc, il y a encore quelques minutes, hein, si quelqu'un veut poser des questions, il n'y a pas de problème. Et ensuite, nous passerons aux façades haussmanniennes. Eh bien, merci, mesdames, messieurs, de votre intervention.